Ce que nous a appris Marx et la critique de l'économie politique, c'est que tous les débats qui ont lieu sur le terrain de la marchandise sont des faux débats. Le capital, il faut le poser toujours sur le terrain de la lutte des classes. C'est-à-dire que comment analyser l'immigration du point de vue de la lutte des classes? Comment positionner le problème de l'islamophobie du point de vue de la lutte des classes? Le gros problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement du spectacle mondial, qui est donc aux articulations financières et stratégiques de l'empire américano-israélien de la marchandise, a eu un objectif essentiel, c'est de casser la longue histoire des luttes radicales qui existaient en Europe et qui n'existaient qu'en Europe, quand on a vu après 68 des millions de prolétaires qui ne voulaient pas simplement modifier leur servitude, mais qui avaient l'objectif d'un autre monde débarrassé de l'argent. Et toute cette histoire-là, qui vient des jacqueries paysannes du Moyen-Âge, qui a été transmis au prolétariat européen à travers la Commune de Paris et toutes ces expériences, il a fallu la liquider après 68 en faisant effectivement venir ce que Marx appelle une immigration armée de réserve, armée de remplacement, parce qu'on faisait venir des gens d'un continent ignorant les luttes radicales et on faisait venir des gens d'un continent à bas prix qui cassaient en même temps le coût du travail. Et on les a fait venir dans le cadre d'une aliénation marchande généralisée, de haine de l'endroit où ils arrivaient. Bon, par exemple, vous avez un type qui a écrit un bouquin qui est très très important, qui confirme justement tous les travaux que Marx avait mis en marche sur la colonisation, c'est Jacques Marseille. Jacques Marseille a écrit un bouquin qui s'appelle L'Empire colonial. On retrouve la même chose chez Rosa Luxembourg, on retrouve la même chose chez Marx. Vous avez des empires coloniaux de déstructuration et de massacres de masse. La colonisation judéo-protestante aux États-Unis, elle a éliminé les Amérindiens. Elle a éliminé les Amérindiens. La colonisation européenne archaïque espagnole, qui était beaucoup plus pré-capitaliste que capitaliste, elle a tué des Indiens, mais si vous allez au Mexique, vous avez une société métissée avec plein d'Indiens. La différence entre le colonialisme espagnol ou français archaïque et le capitalisme ultra technique perfectionné judéo-protestant de l'Amérique anglo-saxonne, c'est qu'après le passage de l'Amérique anglo-saxonne, il n'y a plus d'Indiens. Et donc, la colonisation française a coûté plus cher qu'elle n'a rapporté. Il y a eu des secteurs, bien évidemment, où on a davantage vampirisé. Le secteur du caoutchouc au Vietnam, sont des entreprises qui, effectivement, ont fait des vrais surprofits. Mais la construction routière, chemin de fer, hospitalière, infrastructure, a plus coûté qu'elle n'a rapporté, contrairement à la colonisation dévastatrice des empires américano-anglo-saxons. Donc, l'immigré aujourd'hui, qui vient de l'Afrique subsaharienne, ou qui se retrouve dans des banlieues maghrébines, il a pour modèle culturel l'Amérique, qui a été le plus grand déstructurateur, colonisateur, impérialiste, et dans le même temps, on lui a, parce qu'il fallait le chaos, le capital a besoin du chaos, il fallait qu'au même moment où on faisait migrer le prolétariat européen de sa conscience radicale, les immigrés qui venaient soient dans l'incapacité d'établir une passerelle de radicalité avec les populations indigènes. C'est-à-dire que dans les années 1950-1960, vous aviez dans les groupes radicaux qui faisaient une critique systématique et radicale du capitalisme, de temps en temps un noir, de temps en temps un maghrébin, qui s'intégrait parfaitement dans cette communauté radicale sur une base d'analyse offensive, parce qu'il ne venait pas avec le poids de ce que le chaos de la marchandise lui avait mis dans la tête, mais il venait, et dans le cadre d'une spontanéité de terrain, tout le monde se mettait en mouvement d'avancée. Et donc, l'islamophobie, alors bon, l'islamophobie, bon, il faut déjà savoir que dans la suite des travaux radicaux de Marx, la Gazette rhénane, de Guy Debord, les commentaires sur la société du spectacle, une des lignes de démarcation stratégique pour la pensée contemporaine radicale, c'est la compréhension que le terrorisme est un phénomène capitaliste de production étatique de masse.
vous pouvez, vous, ce soir, avoir une crise de folie, prendre une carabine et flinguer le voisin. Bon, ça, c'est possible. Mais les actes terroristes intenses, industriels, massifs, comme on les voit aujourd'hui, ils rentrent effectivement dans un chaos voulu par le gouvernement du spectacle mondial pour détruire tout le Moyen-Orient et pour que l'Europe soit une poudrière d'affrontements où, au lieu d'unifier les malaises sur une base de radicalité contre la marchandise, l'immigré se dise « Ah, le de souche, il m'emmerde » et le de souche se dise « Ah, l'immigré, il m'emmerde ». Et c'est donc l'islamophobie telle qu'elle est mise en scène par le spectacle de l'imposture de la marchandise, c'est effectivement un dérivatif, comme l'anticléricalisme catholique au XIXe siècle était un dérivatif. Pour empêcher une lutte de classe radicale, on crée des dérivations d'imposture et d'aliénation. Ah ben l'objectif du capital, si vous voulez, ce que montre Marx, c'est que quand le capital a enfin réalisé sa domination planétaire et qu'on est dans la phase de domination réelle absolue de la marchandise, il y a deux classes. Et il n'y a que deux classes. Il y a la classe capitaliste mondiale du gouvernement du spectacle mondial et il y a l'humanité prolétarisée. Parce que Marx est l'auteur le plus cité mais le moins lu. Pour Marx, un prolétaire, c'est pas un ouvrier qui est à la mine. Un prolétaire, c'est un homme qui est dépossédé de sa créativité, de sa force de travail et de son existence, et qui n'a aucun pouvoir sur cette existence. Et ce que montre Marx, c'est qu'aujourd'hui, le prolétariat est la classe universelle. Il n'y a plus qu'aujourd'hui une classe universelle mondiale. Et cette classe universelle mondiale, qui pourrait s'unifier sur la base de toutes les radicalités que le continent européen, puisqu'il est le premier à être passé sur cette base-là, le manifeste de la Ligue communiste et les textes les plus radicaux pour l'abolition de l'argent n'ont pas eu lieu à Calcutta ou à Sao Paulo. Ils ont eu lieu dans ce continent européen à feu et à sang d'insurrection radicale, non pas pour changer de maître, mais pour abolir la maîtrise, et c'est ça qu'il faut tuer. Et pour tuer ça, il faut absolument qu'on organise un gigantesque chaos mondial, un chaos stratégique, un chaos financier et un chaos mental. Un chaos mental. Et c'est de là que renaît le problème de l'islam. Moi je dis souvent, dans les années 50-60, l'islam n'existait plus. Les gens étaient baasistes, ils étaient nassériens, les gens s'occupaient de la Palestine, ils étaient FPLP, ils étaient FDPLP, ils étaient OLP. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ressurgissement islamique, patronné par le MI6 et le MI5 en Égypte avec les frères musulmans, est une planification stratégique du gouvernement du spectacle mondial. Je veux dire que l'Irak a explosé dans la confusion islamiste la plus folle entre des bombes chez les chiites, des bombes chez les sunnites. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, et ça Marx et Rosa Luxembourg le montrent bien, le capital a donc deux phases. Il a une phase de domination formelle où il épouse les formes de domination politique de son antériorité. Donc il vise à la stabilité. Par contre, dans la grande crise universelle de la domination réelle, Rosa Luxembourg dit c'est l'anarchie et le chaos. Mais c'est pas l'anarchie et le chaos voulu. J'écoutais ce soir une émission sur le chaos irakien. Et il y a encore toute une série de crétins journalistiques qui ne cessent de délayer des inepties sur les Américains ont échoué, il y a le chaos en Irak. Non, c'est l'inverse. Le gouvernement du spectacle mondial voulait le chaos en Irak pour que des rives du Jourdain jusqu'aux portes de l'Afghanistan, nous n'ayons plus qu'un gigantesque bordel où tout le monde s'égorge, puisque du coup, cette masse stratégique potentielle qui nous ouvre les chemins sud de l'Eurasie, elle est dominée par le gouvernement du spectacle mondial et ses services djihadistes, puisque le djihadisme, c'est le djihadisme de la CIA, puisque le djihadisme taliban en Afghanistan, il y a 20 ans, c'était la CIA, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un groupe djihadiste qui n'est pas sous contrôle et sous infiltration. On a appris dernièrement que la NSA avait eu une écoute permanente du portable du crétin d'Hollande.
Mais elle a le portable du crétin d'Hollande qui dit pas grand-chose, mais elle a tous les portables des Mera, des Koulibaly, etc. Donc il faut avoir cette conception qui n'est pas complotiste. Parce que Marx et Debord n'expliquent pas ça comme s'il y avait un complot dans les ruelles de chaque trottoir. Bien évidemment, il y a des complots, mais ce ne sont pas les complots qui font l'histoire. C'est le développement chaotique de la crise de surproduction de la marchandise dans sa phase terminale qui rend le mécanisme du chaos comme seul et unique mécanisme de possibilité d'unification de la société, non pas dans la stabilité, mais dans le bordel généralisé de la crise universelle.